Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer notre élément du module sur la machine à courant continu. On va voir maintenant le fonctionnement comme étant une génératrice. Et on va faire ça pour les quatre types d'excitation, à savoir excitation indépendante, shunt ça veut dire parallèle, série et composée. Alors, on commence par une petite introduction. Alors, comme vous savez, à courant, les machines au courant continu sont essentiellement destinées pour fonctionner en moteur, bien sûr. Généralement, on les utilise souvent comme des moteurs. La génératrice en tant que machine a été totalement remplacée par les dispositifs électroniques statiques réalisant la conversion alternative continue. Parce qu'auparavant, il y avait les redresseurs dynamiques. Un redresseur dynamique, ça veut dire quoi? Un redresseur dynamique, tout simplement, à partir d'une source de tension alternative, on va avoir une source de tension continue. Comment on a fait ça auparavant? Alors, il y avait, bien sûr, on va alimenter une machine asynchrone par une source alternative. Cette machine asynchrone va être liée à une génératrice à courant continu, d'accord, qui va, elle, donner, bien sûr, une tension continue. Cette opération, elle présente un encombrement parce que vous avez besoin de deux grandes machines. Deuxièmement, elle présente un inconvénient en ce qui concerne le rendement. Il y a des pertes au niveau, bien sûr, de la première machine et des pertes au niveau de la deuxième machine. Ainsi, le rendement, on aura les deux pertes, bien sûr, qui vont apparaître sur le rendement total. Alors, ça a été auparavant. Maintenant, on a les convertisseurs statiques, à savoir les redresseurs. Alors, les redresseurs, c'est un dispositif qui nous permet facilement de transformer d'une source continue à d'une source alternative à une source continue. Il n'est pas encombrant, il est à base de semi-conducteurs et ne consomme pas, bien sûr, beaucoup d'énergie. Alors, son rendement, il est excellent. Très bien. Alors, cependant, bien sûr, pourquoi on va les utiliser? Il est intéressant de connaître le fonctionnement générateur. Et ceci, bien sûr, pour deux raisons. Premièrement, pour maîtriser le fonctionnement moteur. Il est intéressant d'assimiler le fonctionnement générateur. Lors de fonctionnement, le moteur, accouplé à sa charge, peut parfois fonctionner en génératrice afin de freiner cette charge. Par exemple, pour les voitures, on peut utiliser un moteur à courant continu pour faire circuler une voiture. Et pour le freinage, elle se transforme comme étant une génératrice qui va bien sûr emmagasiner l'énergie sur les batteries. Alors par exemple, en traction électrique et dans le cas de métro, en descente, la vitesse va se maintenir raisonnable grâce au freinage par récupération, comme ça on peut charger les batteries. Pour que l'AFEM existe, il faut deux conditions, bien sûr. La machine doit être entraînée à une vitesse de rotation n, premièrement, par exemple à l'aide d'un moteur auxiliaire, et l'existence d'un champ magnétisant dans l'inducteur doit être alimenté, bien sûr. Et au chapitre précédent, on a vu qu'il existe quatre modes d'alimentation de l'inducteur. On dit aussi l'excitation et qui sont l'excitation séparée, shunt, série et composée. Et ça, on va le voir aussi pour les types de génération ou bien de génératrices à courant continu. Alors commençons par la première génératrice, c'est la génératrice à excitation séparée ou bien indépendante. Comme vous avez vu, ici vous avez votre inducteur, c'est le circuit d'excitation, et vous avez votre induit, c'est le rotor. Pour une génératrice, on va entraîner le moteur avec une vitesse constante n ici. Très bien. Vous avez le RH, c'est la rhéostat d'excitation, on l'appelle excitation. Vous avez le RDC, la résistance, ici noté RD, la résistance interne de votre inducteur. Le J ici, c'est le courant d'excitation, qu'on l'a noté déjà IE, d'accord?
le IECJ ici. Qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez votre circuit induit. Très bien. Qui alimente une charge. Le Q, ici, c'est un interrupteur. Lorsqu'il est ouvert, c'est un essai à vide. D'accord? Lorsqu'il est fermé, il va alimenter une charge R. Vous avez un moteur externe, ou bien une chute d'eau, ou bien quelque chose comme ça, qui va entraîner avec une vitesse constante votre rotor pour qu'il tourne à une vitesse N. Alors la loi de May au niveau de votre induit, elle sera U aux bornes de la charge lorsque le Q est fermé est égal à EV moins YI moins RA fois le I. Dans le YI, c'est la chute de tension due à la réaction magnétique de l'induit. Ou bien, tout simplement, comme on a fait lorsqu'on a ici considéré que l'epsilon il est nul, on a fait que le U est égal à E, non pas le EV, d'accord? Le E, parce que E en charge, ce n'est pas le A vide, moins le RA, la résistance interne de votre inducteur, de votre induit. Ici, vous avez le E, si vous vous rappelez bien. Ici, vous avez le R, et ça, c'est le circuit équivalent de votre induit fois le I. Alors, lorsqu'on a la réaction magnétique de l'induit, bien sûr, on va voir c'est quoi son rôle et qu'est-ce qu'elle va faire. Généralement, les machines à courant continu, ils ont résolu déjà ce problème. On va voir comment ils ont fait ça. Alors, premièrement, c'est quoi la réaction magnétique de l'induit? Un petit rappel. On rappelle que l'induit est le siège de la force électromotrice dans une génératrice. On l'appelle la force électromotrice. Et dans le cas de moteur, on l'appelle la force contre-électromotrice. D'accord? Mais l'appellation courante, on dit souvent la FEM, soit moteur, soit génératrice. Alors, dans les deux cas, chaque conducteur actif de l'induit, c'est le rotor, sera traversé par un courant, bien entendu. Ces courants créent un flux magnétique d'induit, dit de réaction magnétique. Et d'après la loi de Lenz, elle s'oppose au flux à vide, qui aura ainsi, malgré qu'on maintient l'excitation constante, toujours vous avez le flux en charge, il sera inférieur au flux à vide. Ça veut dire que la FEM en charge, elle sera toujours inférieure à la FEM à vide. Et le modèle équivalent de l'induit lors d'un fonctionnement générateur ou moteur sont donnés par les schémas suivants, ça on va le voir par la suite. Et on note l'Y est égal le E moins E charge. Alors dans le cas d'une génératrice, la loi de May au niveau de votre induit, elle sera U est égal à E moins RAIA plus HM. Et dans le cas d'un moteur, le U sera E moins HM, ou bien le Y de I, parce qu'ils sont égaux ici, moins RAIA. La réaction magnétique de l'induit croît avec la charge. Alors, en bref, c'est quoi la réaction magnétique de l'induit? Alors, essayons de voir ça d'une manière schématisée pour bien comprendre. Alors ici, vous avez votre inducteur. C'est lui qui est composé ici par le pôle nord et le pôle sud. Ça, c'est l'inducteur. Et vous avez votre induit. Alors, ici, vous avez votre système collecteur-balai. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez le champ magnétique qui est créé par l'inducteur. Il a cette direction. Regardez, c'est du nord vers le sud. Il va créer un champ magnétique B. Généralement, si c'est un aimant permanent, ça sera constant. Alors, le phi elle sera constante. Si c'est un électroaimant, bien sûr, il va dépendre du courant d'excitation. Parce qu'ici, vous aurez du bobinage. Et ici, vous aurez du bobinage. Et le courant d'excitation, soit on le note IE, soit on le note J, dans ce cas. Et vous avez dans le rotor des conducteurs sur lesquels circule un courant. Un courant qu'on l'appelle ici grand I. D'accord? Et il augmente avec la charge. Alors, supposons que dans les spires, on a des courants comme ça. D'accord? On a des spires comme ça. Et le courant, il est de cette direction. Ça, c'est le courant dans les spires. Toujours un courant, qu'est-ce qu'il va créer?
un courant, il va créer un champ magnétique. Si vous avez des conducteurs qui sont liés comme ça, regardez, là, ils sont sortantes, là, ils sont entrantes. D'accord? Ça veut dire, si on les voit de haut, on va voir un conducteur comme ça. Très bien, ça c'est sortante. Ça c'est la direction du courant que vous avez ici, et ça c'est entrante. Alors ici, vous aurez un champ magnétique qui est comment? Alors si on va faire, bien sûr, l'utilisation de la main, on va faire l'utilisation de la main droite. D'accord? Avec votre pouce, c'est la direction du courant. Et le reste des doigts va vous donner la direction du... Les restes des doigts va vous donner la direction du champ magnétique. Alors, ici, vous avez un champ magnétique ici sortant et ici entrant. D'accord? Même chose ici, c'est sortant, ici entrant. Ici, c'est sortant, ici, c'est entrant. Ça veut dire que la direction du champ magnétique total, elle sera comme ça. En haut. C'est clair? Alors regardez, vous avez l'intersection de deux champs magnétiques. Vous avez le champ magnétique comme ça, créé par votre circuit d'excitation ou bien par l'inducteur, et vous avez un champ magnétique créé par l'induit, à cause de la circulation du courant grand I dans l'induit. Alors ici, vous allez avoir un B de l'excitation et un B de votre induit. D'accord? Ou bien la réaction magnétique de l'induit. Vous allez avoir deux vecteurs. Et le vecteur résultant, ça sera la somme des deux. Il sera comme ça. Il va vous donner un champ total. C'est pour cela que vous avez bien sûr le champ qui sera aligné ici. Très très bien. Ce champ, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est vraiment un problème. Regardez, parce qu'auparavant, premièrement, on avait un champ qui est aligné, comme ça. Ça veut dire que le point neutre, il sera vertical. Ça veut dire quoi le point neutre? Ça veut dire que dans ce point, même si vous avez un conducteur dont vous avez un courant qui circule, il n'y aura plus de force. D'accord? Ça veut dire que la FEM, elle sera nulle. Supposons ici elle était positive, ici la FEM elle sera négative. Ici, dans ce côté, vous avez un FEM positif, dans ce côté, vous avez la FEM négatif. Et ça, c'est le point neutre. Elle va changer de signe. Mais maintenant, votre point neutre, il était comme ça. Très bien. Maintenant, vous avez un champ qui s'incline. Maintenant, votre point neutre, il sera comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez déjà programmé ou bien fabriqué vos balais collecteurs de façon à ce que dès que le conducteur arrive à ce point neutre, ici, le courant doit changer de sens. Mais là, doit changer de sens, ainsi la FEM ici, elle change de sens. Et ça, c'est parfait. Maintenant, vous avez le point neutre, il est incliné. Maintenant, votre collecteur balai change de sens, mais la FEM ne change pas de sens. Cela peut causer un problème au niveau des étincelles. Alors, vous allez avoir des étincelles qui apparaissent au niveau du système collecteur balai. Et ça, c'est un inconvénient majeur. Pourquoi? Parce qu'il cause la destruction rapide du système collecteur balai. Ainsi, vous devez les changer d'une manière très fréquente. Alors, comment pallier ce problème? La simple solution, c'est éliminer ce champ que vous avez ici. Comment on fait ça? On ajoute des pôles de commutation. D'accord? Deux bobinages ici qui sont parcourus par le courant d'excitation qui circule aussi dans l'induit. Ainsi, on va faire le branchement des bobinages d'une manière opposée à ce qu'elle donne un champ magnétique qui s'oppose au champ magnétique créé par les conducteurs de l'induit. Ainsi, vous allez avoir toujours la direction du champ magnétique total dans cette direction.
et le point neutre dans cette direction. D'accord? Et ça, c'est un schéma qui vous montre clairement les pôles de commutation pour pallier le problème de la réaction magnétique de l'induit et garder le point neutre vertical. D'accord? Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit le pôle de commutation, vous allez le créer à ce qu'il s'oppose à la FMM, ou bien la réaction magnétique de l'induit. Ou bien vous devez changer la direction de vos commutations avec la direction du nouveau point neutre. Alors, si vous avez le nouveau point neutre ici, ou bien la droite neutre, alors vous devez changer vos commutateurs dans cette direction. D'accord? Alors ici, vous avez la ligne neutre comme ça. Alors, regardez, les commutateurs, ils sont là. Si vous avez la ligne neutre, elle est là, les commutateurs, ils seront là. Mais ça, ce n'est pas vraiment une solution. Pourquoi? Parce que ce champ, ici, il augmente avec ce champ que vous avez ici en haut, créé par ces conducteurs, il augmente avec le I. Ça veut dire qu'il augmente avec la charge. Et on ne peut pas, avec n'importe quelle charge, on doit changer les collecteurs balais. Alors, ce système de création d'un pôle de commutation, c'est un système qui peut marcher pour n'importe quelle charge absorbée par, ou bien n'importe quel courant absorbé par le moteur. Alors, pour remédier au problème causé par la RMI, en génératrice, la diminution de flux provoque la chute de tension. Alors ça, c'est très important. La diminution de flux, qu'est-ce qu'elle va causer? Là, elle va causer une chute de tension U. Ça, on va le voir. En moteur, la diminution de flux peut entraîner l'emballement de vitesse. Pourquoi? Parce qu'elle va diminuer le flux. Et on a vu que la droite, pour une excitation indépendante, la droite vitesse et flux, elle est comment? Elle est inversement proportionnelle. Si vous avez votre flux qui diminue, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, ce n'est pas la vitesse. Ici, c'est... Alors, vous avez ici le flux. Très bien. Alors, ici, vous avez la vitesse. Ici, vous avez le J. Ou bien le flux. Pour excitation indépendante, lorsque vous augmentez le flux, vous avez la vitesse qui diminue. Lorsque vous diminuez le flux ou bien le courant d'excitation, vous avez la vitesse qui augmente. C'est inversement proportionnel. Très bien. Alors en moteur, la diminution de flux peut entraîner l'emballement de la vitesse. Vous avez plusieurs solutions. Soit décaler les balais et augmenter l'entrefer à la corne de sortie. Cette solution est valable pour les machines de faible puissance ayant un seul sens de rotation. On a dit que on va décaler les balais pour avoir toujours le plan de commutation. Il suit le plan neutre. Soit utiliser un enroulement de compensation placé dans les encoches pratiquées sur la pièce polaire, qui est traversée par le courant induit, produira une force magnétomotrice qui s'oppose aux ampères-tours de l'induit. C'est ce qu'on a fait ici. Et ça, c'est la solution la plus adéquate. Très bien. Alors, vous avez une troisième solution, c'est utiliser des bobines de compensation qui sont placées dans le stator de votre machine. Alors ici, vous avez un schéma ou bien une photo qui illustre ce montage. Vous avez des pôles de compensation qui sont ici. Vous avez ici 4 pôles de compensation. On va utiliser une autre couleur. Alors, c'est pas vraiment clair. Attendez. Alors, vous avez des pôles de compensation. Vous avez 4 pôles de compensation. Pourquoi? Parce que ici, vous allez avoir 4 pôles. Ça veut dire un moteur bipolaire. Avec 4 pôles, ça veut dire 2 paires de pôles, ce n'est pas bipolaire. Et vous allez avoir ici des bobines de compensation qui sont placées ici. C'est clair? Ces bobines, eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de sorte que toujours le plan neutre, il sera le même, peu importe la charge. C'est clair?
Très bien. Alors ça, c'est le schéma équivalent en tenant en considération la réaction magnétique de l'induit qui est ici. Ça dans le cas d'une génératrice et ça dans le cas du moteur. Et voilà. Maintenant, on va passer au premier type de génératrice, c'est la génératrice à excitation séparée. Alors, la génératrice à excitation séparée, ici vous avez l'allure Déjà, on sait que l'allure de la FEM en fonction du courant d'excitation, elle est comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez toujours le E est égal à une constante fois le flux fois le oméga. Alors, à une vitesse constante, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le EV qui est égal à une constante en fonction du flux. Et le flux, il est proportionnel à J ou bien à IE. C'est le courant d'excitation. Très bien. Mais vous avez toujours, bien sûr, une partie où vous n'avez pas le circuit qui est saturé. Et ici, vous avez la phase de saturation de votre circuit magnétique. Toujours. Alors, pour les faibles valeurs de J, vous avez le EV est égal à la FEM rémanente. Généralement, elle ne commence pas de 0. Si vous vous rappelez bien de l'effet d'hystérésis, il est comme ça. Et lorsqu'il revient, il ne revient pas à 0. Il y a toujours de la FEM qui est rémanente. Alors, à J est égal à 0, vous avez le ER rémanente, et celle-là, elle est très importante pour le shunt, etc. Et lorsque vous augmentez le courant d'excitation ici, vous allez avoir le EV qui va augmenter d'une manière linéaire, jusqu'à certain moment où vous allez avoir ici un I d'excitation, vous entrez dans la phase de saturation, vous entrez dans la phase de saturation où le EV elle devient constante, même si vous augmentez le courant d'excitation. Alors, à la saturation, même si on augmente l'excitation, la FEM à vide, elle reste quasiment constante. Alors ici, on a dit que le schéma, les graphes précédents étaient pour N qui est constante. Mais maintenant, supposons qu'on ne fonctionne pas à vide, mais on fonctionne en charge. En charge, vous allez avoir que le E V à vide, supposons que vous avez un flux constant, d'accord? Ça veut dire G constante. Vous allez avoir K fois le flux fois le oméga ou bien le N, qui est égal à K' à G constante en fonction de oméga. Et E charge est égal à K' en fonction de oméga en charge. Ça, c'est à vide. Vous allez avoir le même K'. Ça veut dire que E1 sur N1 à vide est égal à E2 sur N2 en charge. Ça veut dire que E2 est égal à E1, N2 en charge sur N1 à vide. Et le E2 en charge, elle sera toujours inférieur que le E1 en charge, à vide. D'accord? Alors ici, pour une vitesse à vide, par exemple, ici, pour une vitesse en charge. Et toujours lorsque la vitesse diminue, vous allez avoir la courbe qui diminue de la FEM en fonction du courant d'excitation. Alors, rappelez ces graphes ici. Maintenant, vous avez la caractéristique en charge. On a dit que ici, c'est un interrupteur pour le fonctionnement en charge. Et lorsqu'il est ouvert, c'est le fonctionnement à vide. On va noter que RH plus RD, elle est constante. Ça veut dire que le G, elle est constante. Et on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la sortie qui sera maintenant, c'est l'induit. Alors l'induit va nous délivrer une tension U. Si on ferme l'interrupteur K, on aura une tension U au niveau de notre charge. Alors pour un régime de fonctionnement en charge, pour y donner, la chute de tension est due à la réaction magnétique de l'induit
est donné par, on a déjà démontré que la réaction magnétique de l'induit est donnée par EV moins le E charge. Alors la loi de May au niveau de notre circuit induit, elle sera EV moins epsilon de I plus ou bien moins RA fois le I. Ou bien est égal tout simplement. Le EV, on le connaît, c'est EV. Si on remplace, vous avez EV. Si on remplace ça avec sa valeur, c'est moins EV plus E charge plus ou bien moins RA I. Ou bien tout simplement, vous allez avoir le U est égal E en charge. Ce qu'on fait toujours, moins le R fois le I. D'accord? C'est la même chose. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, à vide, qu'est-ce qu'on a? À vide, on a le I est égal à 0. D'accord? Lorsque l'U est égal à 0, le U est égal à combien? Le U est égal à E. Parce que ici, le RI est sera nul. Ainsi, vous n'allez pas avoir ici une chute de tension. Et la chute de tension, elle est due à quoi? Lorsque maintenant vous avez une charge qui absorbe plus en plus de courant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir que le RI, elle va augmenter parce que elle va augmenter avec le courant d'une manière linéaire. Et le EI, elle va augmenter comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, lorsque vous augmentez, vous absorbez plus de courant, cette valeur-là, elle va aussi augmenter. Parce que E charge, elle est inférieure à EV. Et toujours, lorsque vous augmentez le courant, le E charge, elle est de plus en plus inférieure. Ainsi, le EI, elle est de plus en plus supérieure. Ou bien, vous pouvez noter que le U est égal à E, charge, d'accord, moins R fois le I. Cette E charge, elle va diminuer. Cette E charge, elle va diminuer avec la charge. Et celle-là, elle va augmenter. Ainsi, on va avoir une diminution au niveau de U avec la charge qui a cette valeur comme ça. Et si on ne prend pas en considération le epsilon de I, on va avoir une diminution qui est linéaire causée par le R fois le I. Très bien, si on prend en considération que le E, elle est constante, peu importe la charge. Mais en réalité, elle ne l'est pas. Très bien, alors qu'est-ce que vous avez? Lorsque le I croît, vous avez le U diminue, donc le I en fonction de I est décroissante et s'incurve de plus en plus à cause de la RMI, ou bien la réaction magnétique de l'induit. Très bien. Alors, notre objectif, c'est de faire quoi? Notre objectif, c'est de garder constante la tension, peu importe la charge. D'accord? Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que le U est égal maintenant E charge moins le RI. Et vous avez le E charge, elle diminue avec la charge. Ou bien, si on prend cette valeur, vous allez avoir le UI, le epsilon en fonction du I, elle augmente en fonction de la charge. D'accord? Alors, ça c'est sa courbe. Très bien. Comment faire pour pallier le problème de la diminution de E charge? Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que la FEM elle est en fonction du courant d'excitation, si vous voyez ici. Alors, pour un certain E donné, vous allez avoir un J donné. Alors, pour augmenter maintenant le E, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le J. Ça veut dire, pour garder cette valeur de U constante, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous avez l'augmentation de la chute de tension causée par la résistance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le E charge. Comment il faut augmenter le E charge? C'est en augmentant le J. Et c'est ça la courbe maintenant caractéristique de réglage. Regardez ici, lorsque vous avez le U, par exemple ici, on veut le U constante. Mais on a dit que le U, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer avec la charge ici, avec le I. Supposons ça c'est le I, le U qu'on veut, mais ça c'est le U
qu'on va avoir. Très bien. Alors ça, vous avez le U qui va diminuer avec le I. Et comment maintenant la garder constante, c'est d'augmenter le E charge. Et comment augmenter le E charge? C'est en augmentant le courant d'excitation J. Ça veut dire, dès que vous avez la diminution au niveau de U, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le courant d'excitation pour toujours garder le U constante. C'est clair? Il faut augmenter le courant d'excitation pour garder le U constant. Et c'est ça maintenant la courbe de réglage. Alors pour des valeurs de U qui est grande ici, parce que pour les valeurs grandes de U, de I, vous allez avoir une chute de tension qui va s'accentuer. Maintenant, pour pallier le problème de cette chute de tension, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le J. Le fait d'augmenter le J, cela va augmenter le E. Et le fait d'augmenter le E, puisque le U est égal à E moins RI, même si vous avez un I qui augmente, vous allez avoir une chute de tension qui augmente, vous allez avoir aussi le E qui augmente à cause de l'action sur le J. Et comme ça, on va garder toujours le U qui est constant. Et voilà, ça c'est pour l'excitation séparée. Alors maintenant, on va voir la génératrice à excitation shunt ou bien excitation parallèle. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez votre charge. Vous avez ici la partie inducteur. Et ça, c'est la partie induite. C'est la partie induite qui sera entraînée par une vitesse constante ou bien variable n. On va voir l'action sur la tension, ou bien qu'est-ce qui se passe au niveau de la tension lorsque vous allez varier votre vitesse. D'accord? Très bien. J'essaie ici d'effacer. Alors, le circuit inducteur, il est composé par quoi? Par le rhéostat d'excitation et par la résistance des enroulements internes RD. Il est branché en parallèle avec l'induit qui est ici. Très bien. Et l'induit est caractérisé par quoi? Par sa FEM et sa résistance R, sur lesquelles circule le courant noté ici IA. D'accord? Très bien. Parce que ici, c'est la production de la FEM et c'est ça ce qui va donner naissance au courant. Et ce courant, il va se décomposer en deux. Un courant qui va alimenter la charge et un courant qui va alimenter le circuit d'excitation. C'est pour cela qu'on appelle la génératrice à excitation shunt comme une génératrice à auto-excitation. Elle n'a pas besoin d'une excitation indépendante comme le cas de la génératrice à excitation séparée. Elle n'a pas besoin d'un circuit indépendant ou bien extérieur pour alimenter l'inducteur, mais elle, pour la génératrice à excitation shunt, c'est elle qui va alimenter elle-même l'inducteur par le courant qui va être créé par l'induit. Et c'est pour cela que vous avez le courant d'induit ici. Il est composé en deux. C'est le courant qui va alimenter la charge et le courant d'excitation qui va alimenter le circuit d'excitation. Et il est légèrement supérieur à I dans la charge. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir que le J pour l'inducteur ou bien le courant d'excitation, il est en fonction de quoi? Des résistances et de la tension. Et la tension U au bord de l'induit. Et vous allez avoir que la tension U, elle est en fonction de quoi? Elle est égale à EV moins la RMI moins RA fois le IA. Parce qu'ici, vous avez un RA, vous avez une FER, etc. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez deux cas. Déjà, si vous vous rappelez bien, la courbe de EV, ou bien la FEM en fonction du courant d'excitation IE, ou bien on l'a noté G, elle est comme ça. Vous avez ici, il ne commence pas de 0, mais à partir d'un E rémanence. Déjà ici, vous avez une FEM rémanence, par laquelle commence le circuit. D'accord? Très bien. Maintenant, lorsque vous allez entraîner votre génératrice, le IA va donner naissance à un courant J. Ce courant J, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut soit s'opposer
à la FEM que vous avez ici, qui est dans les circuits ici, d'accord, soit l'accentuer ou bien l'augmenter. Ça veut dire, s'il donne un courant de telle sorte qu'il va créer un champ magnétique, qui va donner naissance à un flux magnétique, qui va s'opposer à la FEM rémanente, on n'aura pas la génération de la tension U. Alors, on est dans le cas où la génératrice ne s'amorce pas. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez un J, qu'est-ce qu'il donne? Il va diminuer le flux. D'accord? Supposons que vous avez ici une bobine. Dans le flux, il est comme ça. Et vous donnez un courant dans une direction de telle sorte qu'il va créer un flux de l'autre direction. Il va diminuer le flux, ainsi il va diminuer le EV. Ainsi il va diminuer le U. Et c'est pour cela qu'on ne va pas avoir l'amorçage de la machine. Elle ne va pas délivrer aucune tension à la sortie. Ou bien, vous allez avoir un courant, d'accord, d'une direction qui va augmenter le flux, ainsi il va augmenter le EV, ainsi il va augmenter le U. Et là, on l'appelle d'une génératrice qui va s'amorcer. Alors, pour pallier le problème de non-amorçage de votre machine, il y a plusieurs solutions. Alors, dans ce dernier cas, ça veut dire dans le cas de la génératrice, elle ne s'amorce pas. Il suffit d'inverser soit le sens de rotation, parce que si vous avez un sens de rotation qui va vous donner un courant qui est comme ça, le fait d'inverser le sens de rotation va donner un courant de la direction opposée. Ainsi, le courant d'excitation va être de la direction opposée. Et ces problèmes, on le règle à vide. Ça veut dire, on ouvre le Q2, d'accord? On ferme le Q1 et on teste notre machine. On va faire un voltmètre ici, de telle sorte pour visualiser la tension U. On va faire tourner le moteur ou bien la génératrice dans un sens et on va voir. Si vous avez l'apparition d'une tension U, c'est bon. Maintenant, votre génératrice elle est amorcée. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le sens de rotation pour que votre génératrice s'amorce. Ça, c'est la première solution. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut permuter les connexions de l'induit et de l'inducteur. Gardez le même sens de rotation, mais on doit permuter le sens de rotation. Et ça, c'est la solution la plus convenable si vous n'avez pas la possibilité de changer le sens de rotation ou bien de l'entraînement de votre rotor. Très bien. Alors, on a dit quoi? On a dit que puisque la machine elle est auto-excitée, on est dans deux situations. Soit vous avez un courant d'excitation qui va augmenter la FEM rémanente, ou bien il va donner naissance à un flux qui ne va pas s'opposer à la FEM rémanente. Ainsi, vous allez avoir le EV qui va augmenter avec le courant, parce qu'on a dit que le EV est comme ça, qui va augmenter avec le courant, ainsi le U qui va augmenter avec la rotation, d'accord? Parce que tout est lié. Soit vous allez avoir un U qui est en augmentation, dû à un J qui augmente, qui va causer un flux qui augmente, qui va causer un EV qui augmente, qui va lui causer un U qui augmente. Ou bien vous allez avoir la diminution de la tension causée par la diminution du flux qui va s'opposer au flux rémanent, qui va causer le EV qui va diminuer. Et le fait d'avoir un EV qui diminue, cela va dire que le U va diminuer. Et si le U diminue, cela va donner un J qui va diminuer. D'accord? Et ainsi, on va tuer la tension qui va se générer. Alors, le fait d'augmenter, le fait d'avoir un J qui va augmenter le EV, d'accord? Regardez bien. Le fait d'avoir un J qui ne va pas s'opposer à la FEM rémanente, ou bien l'énergie rémanente, il va augmenter le EV à cause de cette courbe. Ça, c'est la courbe de J et ça, c'est la courbe de E. Le fait d'avoir un EV qui augmente, cela va dire que le U va augmenter. Cela va dire que puisque le U augmente, vous allez avoir le J qui augmente. Et si le J augmente, aussi le E va augmenter. Et vous allez avoir toujours le U qui va se créer. Et l'opposé qui va s'arriver, qu'on l'appelle le cas de non-amorçage de la machine. On a dit qu'on peut le résoudre en utilisant deux solutions. Soit inverser le sens de rotation, soit inverser la permutation, ou bien permuter la connexion entre l'induit et l'inducteur.
Alors maintenant, vous avez l'induit et l'inducteur sont en parallèle. À vide, la tension aux bornes de U, et on l'appelle aux bornes de votre induit, et U0 est égal à cette valeur-là. Très bien. Maintenant, le EV qui va se créer, c'est quoi? C'est le point d'intersection. Regardez. Parce que déjà, vous avez le J qui est égal à quoi? Qui est égal à U sur le RA, bien le RD ici, plus RH. Et vous avez aussi le U qui est égal à EV moins la RMI, d'accord, moins R fois I. Ça veut dire que si on considère le J en fonction de U, elle sera linéaire, d'accord, parce que toujours on a dit quoi? Que le J elle est proportionnelle à U, ça veut dire c'est linéaire, d'accord? Et vous avez le E en fonction de J, elle est comme ça, linéaire, et puis on entre dans la saturation. Alors, le point d'intersection entre ces deux graphes vous donne le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne le point U0 et la tension J0. C'est le point P0. Très bien. Alors maintenant, comment faire changer cette valeur? Si on veut changer bien sûr la tension par exemple de U, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le point d'intersection. Et comment changer le point d'intersection? Il faut jouer sur quoi? Il faut jouer soit, on a vu quoi? On a vu que le EV, elle est, normalement elle commence de E rémanente, d'accord? Elle commence de E rémanente comme ça. C'est pour une vitesse NA, par exemple. Ça c'est E, et ça c'est J. Et pour une autre vitesse, elle va être comme ça. Alors maintenant, pour une autre vitesse, elle va être comme ça. Regarde. Maintenant, le point d'intersection, il va changer. Alors, en changeant la vitesse d'entraînement de votre induit, vous allez avoir le point d'intersection qui va changer. Ou bien, vous avez une autre solution. Puisque vous allez ici le J0 qui est égal à U0 sur ces résistances qu'on appelle R total. Qu'est-ce qui est variable ici? C'est le RH, c'est la rhéostat. Le fait de changer la rhéostat, cela va changer la pente. D'accord? Au lieu d'avoir une pente comme ça, on peut avoir une pente comme ça, ou bien une pente comme ça, ou bien une pente comme ça. Cela aussi va changer le point d'intersection entre les deux. Alors regardez bien. D'après ces deux égalités précédentes que vous avez ici, c'est clair? On voit que le P0, le point de fonctionnement à vide, est l'intersection de E en fonction de J et la droite de l'inducteur U en fonction de J. On peut déplacer le point de fonctionnement P0 à vide par action sur RH ou bien sur la vitesse. Alors ici vous avez le déplacement du point d'intersection en fonction sur RH pour différents RH. Et ici le déplacement du point d'intersection en fonction de N, la vitesse d'entraînement de votre induit. Ainsi, la courbe de la tension que vous allez avoir au borne de votre charge, ici, elle sera comme ça. Regardez, ça c'était la courbe dans le cas de l'excitation séparée. Et ça c'est la courbe en fonction de l'excitation shunt. Regardez ici, vous avez une grande chute de tension qui va s'accentuer rapidement avec l'augmentation de I. Ça veut dire avec la charge. Cela est dû à quoi? Alors, cette chute de tension, elle est due, bien sûr, la chute de tension, ici pour l'excitation shunt, elle est très importante en comparaison avec celle de l'excitation séparée, comme on a vu. Pourquoi? Parce que ici, lorsque la charge augmente, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le U qui diminue. Ça, c'est clair. Et lorsque le I diminue, vous allez avoir le courant d'excitation. Vous allez avoir le courant d'excitation qui diminue.
N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le I ici diminue, le courant d'excitation diminue. Et lorsque le courant d'excitation diminue, qu'est-ce qui arrive? Vous allez avoir le EV qui diminue. Alors le U va diminuer de plus en plus. C'est clair? Voilà. Alors la caractéristique en charge, c'est la courbe de U en fonction de IA à une vitesse constante et RH plus RD constante. Bien sûr, la fonction de U en fonction de I, elle est plus tombante que celle de l'excitation séparée. Car, contrairement à l'excitation séparée, G n'est plus constante. Pourquoi? Parce qu'elle est en fonction de U. Le courant débité présente un maximum au-delà duquel la génératrice refuse sa charge. Si l'on diminue encore la résistance de charge, le courant décroît en même temps que la tension. Voilà. On peut atteindre la mise en court-circuit de la génératrice, ceci sans danger, puisque le ICC est égal ER sur R, elle est très inférieure bien sûr au courant nominal, ça veut dire que le courant de court-circuit ici, lorsque vous allez faire le court-circuit, vous ne courez aucun danger. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment inférieur au courant nominal. Mais ce que vous devez noter que ici toujours il y a une caractéristique de réglage qu'on peut utiliser. On peut agir sur quoi? On peut agir sur la résistance du rhéostat pour garder la tension qui est constante. Mais ce que vous devez garder en tête, que la chute de tension pour l'excitation shunt, elle est plus importante et celle de l'excitation séparée. Pourquoi? Parce que le G n'est plus constant, elle est en fonction de U. Lorsque vous allez avoir le I qui augmente à cause de la charge, le EV, vous allez avoir le U qui diminue. D'accord? Lorsque le I diminue, vous allez avoir le G qui diminue, ainsi le EV diminue, ainsi le U, elle va encore diminuer. D'accord? Jusqu'à un point maximum qu'elle va s'éteindre. Très bien. Alors maintenant, on a terminé avec l'excitation shunt. Alors maintenant, on va voir la génératrice à excitation composée. Alors pour ce type d'excitation, on a deux montages. Vous avez, comme on a vu, le montage à longue dérivation et le montage à courte dérivation. Ainsi, vous avez deux types de couplage. Vous avez le couplage additif et vous avez le couplage soustractif. Ça veut dire, un rappel, vous avez bien sûr votre inducteur qui est composé en deux enroulements. Un enroulement sera placé en série, un enroulement sera placé en parallèle. Ça, ce sont les deux enroulements que vous avez. Alors, ça dépend du branchement de ces enroulements que vous allez avoir soit le couplage additif, ça veut dire ce premier enroulement va vous donner un champ magnétique B1 comme ça, et le deuxième va avoir un champ magnétique B2 comme ça. Alors, les deux champs vont être additifs. D'accord? Ou bien vous avez un couplage soustractif. Ça veut dire celui-là va vous donner un champ de cette direction et l'autre va vous donner un champ magnétique de l'autre direction. D'accord? Et les deux, on aura bien sûr la circulation de deux différents courants. Un courant qu'on appelle I, c'est le courant qu'on appelle le courant d'excitation qui passe par le premier bobinage de votre inducteur et le courant I' par le deuxième bobinage de l'inducteur ainsi par l'induit. D'accord? Alors ces deux, selon la disposition, selon le branchement, vous pouvez avoir soit le couplage additif, soit le couplage soustractif comme on a vu. Et vous avez aussi le montage à longue dérivation et le montage à courte dérivation. Alors ça, c'est pour le montage à longue dérivation, ce que vous avez ici dans le schéma. Regardez, les deux enroulements, ils sont là. Ça, on l'appelle le montage à longue dérivation. Ça veut dire que la tension U, elle est aux bornes de quoi? Elle est aux bornes de l'inducteur, de l'induit, et de la deuxième bobinage de l'inducteur. D'accord? Et qu'il est parallèle avec l'autre partie de l'inducteur. Alors ça, on l'appelle le bobinage ou bien le montage longue dérivation. Pour le montage courte dérivation, vous avez ici premier bobinage de l'inducteur en parallèle avec l'induit. Et
l'autre partie de l'inducteur, elle est en série. D'accord? La tension U, elle est au bord de l'inducteur, première partie de l'inducteur, et la deuxième est l'induit. Mais vous avez ici, ceux qui sont en parallèle, ce sont juste un bobinage de l'inducteur et l'induit. Ça, c'est pour la courte dérivation. Pour la longue dérivation, vous avez le circuit qui est en parallèle, un bobinage de l'inducteur en parallèle avec l'autre bobinage de l'inducteur qui est en série avec l'induit. D'accord? Voilà. Alors, vous avez deux montages. Pour le fonctionnement, il n'y a pas une grande différence en ce qui concerne les équations de ces montages, vu que les résistances ils sont négligeables. On veut considérer un seul montage pour faire des analyses sur les différents graphes et regarder comment va être la tension U pour les différents types d'excitation. Alors ici, vous avez la loi de May pour le U est égal RH plus RI. C'est celle-là. Et vous avez la deuxième équation qui considère ce circuit-là ici. D'accord? Les études, on va les faire sur le montage à courte dérivation. Alors, pour le montage à courte dérivation, vous avez ces deux équations. La première, c'est la première loi de May. La deuxième, c'est pour la deuxième loi de May. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Alors, regardez, normalement, ce que vous allez avoir, c'est que si on considère que vous avez un montage additif, lorsqu'on branche une charge au borne de la génératrice, la tension de cette dernière va tendre à baisser. C'est dans le cas de la machine à excitation parallèle ou bien shunt. On a bien sûr la diminution de la charge. Mais concernant ce montage, qu'est-ce qu'on aura? On aura, dès qu'on aura une diminution au niveau de la tension U, à cause de quoi? À cause de l'augmentation de la charge, qu'est-ce qui va se passer? On aura une augmentation au niveau du flux. Pourquoi? Parce que l'autre bobinage de l'inducteur, il va créer un flux qui est proportionnel à qui? Il est proportionnel à I. Ça veut dire lorsque la charge elle augmente, ça veut dire le I il va augmenter. Ça veut dire que le E va augmenter. D'accord? Et lorsque le E augmente, qu'est-ce qu'on va avoir? Regardez, lorsque le E augmente, vous allez avoir le I qui augmente. Et c'est pour cela qu'on peut maintenir une tension constante, qu'elle peut dépasser ou bien avoir un dépassement de 10% pour certaines conditions, lorsque vous avez un courant qui augmente. Normalement, pour le montage, si vous vous rappelez bien ici, pour le montage shunt, vous avez, lorsque le courant augmente, vous avez une diminution rapide de la tension, bien une chute de tension rapide qui est due à la diminution du courant d'excitation parce que le U elle va diminuer, ainsi le EV elle va diminuer. Mais ici, puisque vous avez, regarde, ici, puisque vous avez l'autre inducteur, bien l'autre partie de l'inducteur, elle est traversée par le courant I qui passe par lui-même par la charge, supposons ici vous avez la charge, ça veut dire que le I augmente, ça veut dire le flux augmente, ça veut dire le E, elle va augmenter. Si les deux, ils sont additifs. D'accord? Alors ça concerne le flux additif. Et bien sûr, comme opposition, si les deux, ou bien les deux flux sont soustractifs, vous allez avoir une diminution qui est aussi rapide. D'accord? Très bien. Alors, cette hausse de tension provoquée par le comportement en pleine charge, elle peut atteindre jusqu'au 10% de plus de la tension à vide. On parle de flux additif, notez A ici. Bien sûr, où est-ce qu'on peut employer ce genre d'excitation? On l'emploie lorsqu'on veut éviter les fluctuations dans la tension fournie par la génératrice. Par exemple, un réseau de distribution d'un bateau qui alimente à la fois des moteurs à courant continu, des lampes et d'autres récepteurs. Bien sûr, le courant débité par la génératrice est sujet de grandes fluctuations qui sont dues au démarrage de ces divers appareillages. Très bien. Et concernant le montage à flux soustractif, dans ce cas, bien sûr,
le flux produit par l'enroulement série s'oppose au flux produit par l'enroulement shunt, la tension va diminuer considérablement. Elle peut atteindre jusqu'au 30%, bien sûr, de diminution par rapport à la tension à vide. Et ce type d'excitation, il est peu utilisé et il sert surtout à l'alimentation de certains soudeuses à arc électrique. D'accord? Alors, l'idée derrière ce type de montage, c'est quoi? Lorsque c'est additif, qu'est-ce que vous allez avoir? Je récapitule. Lorsque c'est additif, vous allez avoir l'augmentation de I. Qui dit l'augmentation de I? Dit l'augmentation, bien sûr, du courant ici. Voilà. Dit une chute de tension provoquée par ces deux. Mais en compensation, vous allez avoir le E qui va augmenter. Pourquoi? Parce que vous avez déjà l'inducteur qui est décomposé en deux. Celle-là, c'est comme si elle va compenser la diminution de E. Ainsi, elle va l'augmenter. Et lorsque le E va augmenter, le U va augmenter. Ainsi, vous allez avoir un flux ou bien une courbe de tension qui est comme ça. Il peut atteindre, on peut dire, 10% de hauteur dans certaines conditions. Voilà, c'est ce qui concerne la génératrice à excitation composée. Et pour le dernier type de génératrice, on va voir la génératrice à excitation série. Alors le dernier type de machine, c'est la génératrice à excitation série. Alors ici, vous avez votre inducteur, il est en série avec l'induit. Avec RS, c'est la résistance de l'inducteur, R, c'est la résistance de l'induit. Ici, notez bien que on a pris plusieurs notations, vu que ça se sont tirés de plusieurs documents. D'accord? Alors ici, vous avez le courant d'excitation I', on le note aussi J, et on le note aussi IE. Ça vous aide à faire la différence entre les courants d'excitation, les différents courants qui existent. Et ici, c'est la tension aux bornes de votre machine. C'est cette tension qui va alimenter, bien sûr, votre charge. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, supposons on est en fonctionnement à vide. Dans le fonctionnement à vide, le I il est nul. Qu'est-ce qui reste? Le U est égal à E. D'accord? Et on a vu déjà que la courbe de E en fonction du J ou bien du courant d'excitation I' ou bien le IE, elle est comme ça. Elle commence d'un certain ER rémanente. Elle augmente d'une manière linéaire lorsque le circuit magnétique n'est pas saturé. Et on entre dans la phase de saturation. Alors déjà à vide, on a un certain ER. D'accord? Chose qu'on a ici. Il ne commence pas de 0. Et on va augmenter d'une manière linéaire. Il va suivre le E. Ainsi, la chute de tension, elle va augmenter. D'accord? Très bien. Elle sera linéaire jusqu'à la phase de saturation. Elle sera aussi linéaire jusqu'à la phase de saturation. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous allez avoir? Dans la phase de saturation, vous allez avoir le E qui est constant. Peu importe le I, même si le I augmente. Et ici, à un certain moment, normalement, vous devez avoir la diminution. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en saturation, le E, elle va être constante, mais la chute de tension, elle va toujours augmenter. Ça, c'est la chute de tension. Alors ça, c'est la chute de tension. Si ça, c'est constant, la chute de tension va tendre à diminuer votre courbe. Et c'est pour cela que vous allez avoir une augmentation dans la saturation jusqu'à une diminution. Ce n'est pas bien présenté dans cette courbe, mais normalement, si on suit le schéma, vous allez avoir l'augmentation. Et lorsqu'on est en saturation, on va avoir la diminution en fonction de I. C'est clair? C'est ça maintenant la courbe de la génératrice à excitation série. Bien sûr, les détails ici, vous allez les voir dans les documents que je vais vous envoyer. Et vous allez avoir cette courbe-là. Très bien. Alors, même chose ici. On augmente. Lorsque on entre dans la phase de saturation ici, le E devient constante. Bien sûr, lorsque le E est constante, on sera en diminution si on augmente le cours. Très bien. Dernière chose à voir, c'est le bilan de puissance. Maintenant, on est en génératrice. Le bilan de puissance, elle va consommer de l'énergie mécanique. Caractérisé par quoi? Par le couple fois la vitesse angulaire.
D'accord, c'est la puissance mécanique plus le U de l'excitation fois le J d'excitation. Bien, la puissance absorbée par le circuit d'excitation lorsqu'on est dans l'excitation indépendante. Sinon, on est dans l'auto-excitation pour les autres types de génératrices. Vous avez toujours les pertes collectives qui sont les pertes mécaniques plus les pertes fer. Et vous avez les pertes joules inducteurs. D'accord? Et puis, tout cela vous donne la puissance électromagnétique comme dans le moteur. Vous avez les pertes joules au niveau de l'induit. Et ça vous donne votre puissance utile qui est la puissance électrique et qui est en fonction du courant fois la tension qui sort de votre génératrice. Comme ça, on termine notre cours. Je vais vous envoyer bien sûr les documents qui vous montrent en détail comment avoir les différents courbes et comment les tracer. Et vous allez trouver ci-joint des TD que vous allez les faire et les envoyer. Bon courage tout le monde.